Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 février 2024. C'est une très belle journée. La température est pratiquement zéro, ce qui est déjà un succès. Je pense que la semaine prochaine, dit au moins la météo, on devrait avoir une journée dans laquelle on quitte le moins, au moins la nuit, et c'est, mettons, la nuit, ça va être +1 et puis le jour +3. Donc, c'est comme si un avant-goût de printemps qui s'en vient. Mais naturellement, c'est trop tôt pour parler comme ça. Et on verra par la suite. Donc, est-ce que c'est une bonne journée aujourd'hui? Oui, par rapport à hier. Hier, on attendait, vous savez, la Réserve fédérale américaine qui nous annonçait, M. Powell, qu'est-ce qu'il voulait faire avec le chômage et puis tout ça. Et apparemment, il voulait ne pas augmenter les taux d'intérêt, mais il dit, c'est pas sûr qu'on va réduire les taux d'intérêt au mois de mars. Mais ce matin, la nouvelle de ce matin, c'est parce que c'est le premier vendredi du mois. Et donc, on avait les statistiques sur le taux de chômage aux États-Unis. Et c'était merveilleux. On a créé des emplois plutôt que réduire les emplois. Malgré toute la hausse des taux d'intérêt, les emplois continuent à augmenter plutôt que diminuer. Donc, le marché a pris ça mal au départ, mais après a pris ça très bien. Et donc, le marché, regardez, il est à la hausse et il a fait un nouveau sommet. Nous sommes rendus presque à 500 dans le cas du S&P 500, donc de l'indice de bourse, ce qui est très bon. Et est-ce que ça va continuer? On va voir. Surtout parce qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est la loi de Dornbusch. J'espère que j'en prononce bien. C'est un monsieur allemand, c'est monsieur Dornbusch. Il est décédé en 2002. Il était né en 1942. C'est un économiste allemand, mais qui a surtout travaillé aux États-Unis. Mais je ne pense pas qu'il était naturalisé américain, parce que les statistiques ne disent rien là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il a dit à peu près, un peu comme dans le cas des taux d'intérêt. On a augmenté les taux d'intérêt, mais on pensait que ça va augmenter le chômage, mais ça ne l'a pas fait. Au contraire, le taux de chômage se réduit plutôt que d'augmenter. Et ça, si on applique la loi de ce monsieur Dornbusch, on trouve qu'il faut y aller doucement à dire des choses pareilles, parce qu'on ne sait jamais. C'est-à-dire, il y a un effet retardé, finalement, de l'augmentation des taux d'intérêt qui pourrait signifier éventuellement une reprise un peu de chômage et quelque chose de comme ça. Parce qu'en effet, la loi de M. Dornbusch dit la chose suivante. Regardez, la crise prend, une crise quelconque, prend plus de temps à venir qu'on pense, euh, puis le produit de la crise arrive plus rapidement qu'on avait pensé. C'est ça, c'est la règle. C'est un peu tordu comme phrase, mais finalement, comme je dis, l'augmentation des taux d'intérêt devrait créer du chômage, mais ce n'est pas immédiat. C'est ça que lui, il dit. Et finalement, on attend, puis un jour ça arrive, et puis c'était plus tôt que j'avais prévu parce qu'on n'était pas préparé à ça. Donc, le monsieur, c'est un économiste, on dit que c'est le père de la macroéconomie internationale. Et puis, il a trouvé pourquoi finalement les nouvelles parce qu'on a des nouvelles, puis les nouvelles ne font pas l'effet immédiat tout de suite. Lui était un expert de taux de change. Regardez qu'est-ce qu'il dit ça. Donc, il était un expert de taux de change et il réagit, il dit que le taux de change, mettons, on change le taux de change entre la devise canadienne, par exemple, et US. Mais peut-être ce n'est pas le bon exemple. Entre, par exemple, je sais pas, l'Europe, l'euro ou le yen japonais et le dollar US. Il dit, le taux de change réagit excessivement au changement de politique monétaire. Donc, réagit immédiatement aussi, très vite. Donc, les taux, quand on augmente les taux d'un côté, ou enfin on augmente les taux d'intérêt d'un côté, puis ça chambarde les taux de change, ce chambardement-là est vraiment excessivement, ça bouge beaucoup. Mais est-ce que dans le long terme, on le voit? Non, il dit, dans le long terme, on ne le voit pas. Ça prend du temps pour que le long terme s'ajuste aux nouvelles. Donc, on a une nouvelle qui est fracassante du côté monétaire, mais du côté encore de l'économie, on ne le voit pas. Ça, c'est sa théorie à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a proposé, mais la raison est pourquoi ça fait ça? Et pourquoi la nouvelle qui devrait faire chambarder tout de suite le marché, ou encore l'économie, tout ça, ne le fait pas tout de suite, et ça prend du temps. Parce qu'il dit que les prix ont la tendance à être fixés, c'est-à-dire, il y a, comment dire, une sorte de, je ne sais pas peut-être si je l'ai marqué ici, mais
les prix sont collants. En quelque sorte, ils sont difficiles à changer. Et donc, on a ce chambardement, mettons, dans le marché monétaire, mais les prix des biens qu'on consomme ou les prix en général, finalement, on sont collés encore à la tradition et ne changent pas rapidement. Et tôt ou tard, ils se mettent à changer. Donc, c'est comme il y a deux effets. D'un côté, on a un choc, disons, monétaire, et de l'autre côté, l'effet de ce choc monétaire va se sentir à long terme, mais seulement à plus long terme. C'est à peu près ça que je vous disais au début. On a augmenté les taux d'intérêt, on pensait que ça créait du chômage, mais selon lui, ce n'est pas une chose automatique, du tout, du tout. Ça prend du temps, entre-temps. Voilà. Donc, finalement, et lui, il avait proposé le modèle de dépassement. C'est quoi le modèle de dépassement? C'est sa théorie. Si vous regardez comment dire, les références qu'on ajoute à ce vidéo, c'est très intéressant. Vous trouverez donc ce modèle de dépassement. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? C'est que finalement, dans le modèle de dépassement, il y a une asymétrie entre les nouvelles, c'est-à-dire pour qu'une nouvelle fasse un certain résultat, il faut être d'accord les deux. Mais il n'y a pas de symétrie entre celui qui reçoit la nouvelle et celui qui la donne. Et donc, il y a une asymétrie très souvent dans les connaissances. Et pour citer un exemple, il citait, ou enfin lui, ou encore, vous le trouvez sur Wikipédia, l'exemple qui est marqué ici. Au XIIe siècle, avant Jésus-Christ, donc il est au deuxième siècle de notre ère, nous sommes en Grèce, et l'île de Rhodes, ça va mal. Les céréales, il n'y en a plus, les gens sont à la faim. La nouvelle se répand à la ville d'Alexandrie, qui n'est pas loin vraiment de là en navigation, et un marchand d'Alexandrie charge son bateau et puis il s'en va vers Rhodes. Naturellement, il n'est pas le seul. D'autres font la même chose. Mais lui est le premier qui arrive à Rhodes. En arrivant à Rhodes, le premier, et finalement, les gens de Rhodes, ils s'aperçoivent que c'est le seul bateau qu'il y a, c'est lui, là. Et donc, ils sont disposés à payer n'importe quel prix pour avoir les céréales que lui porte. Le problème est, est-ce que lui devrait dire qu'il y a d'autres bateaux qui arrivent et donc calmer son prix ou profiter du fait que les autres sont affamés et puis ils veulent avoir finalement les céréales de lui comme s'il était le seul bateau qui arrivait. Et ça, c'est la question de l'asymétrie dans les connaissances. C'est-à-dire, celui qui porte les céréales, il sait qu'il y a beaucoup de céréales qui s'en viennent plus tard avec les autres bateaux, tandis que les gens qui ont faim et de l'île, eux, ils ne le savent pas. Ça, c'est l'asymétrie. D'autres exemples d'asymétrie, il donnait par exemple l'exemple ici mettons, souvent dans les guerres. Quand un pays déclare guerre à un autre parce qu'il pense que l'autre est faible, mais est-ce il connaît vraiment qu'est-ce que l'autre, est-ce qu'il est vraiment faible ou il n'est pas faible? C'est ça. C'est-à-dire il peut y avoir une asymétrie dans les connaissances des deux belligérants. Il y a l'assurance maladie, mais nous, on a l'assurance maladie au Québec et au Canada. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas une assurance maladie. Donc, on paye pour avoir l'assurance et l'assureur nous assure en fonction de ce qu'on lui dit comme maladie qu'on a. Mais peut-être on sait qu'on pourrait avoir d'autres maladies plus loin par héritage et tout ça, mais on ne le dit pas. Donc, c'est nous qu'on est patron des nouvelles pour acheter l'assurance. C'est ça qui dit l'exemple. Ou encore, tout simplement, les voitures d'occasion. C'est-à-dire, vous voulez acheter une voiture d'occasion, le vendeur de la voiture d'occasion, il connaît tous les qualités et défauts de la voiture qu'il vous présente. Mais il sait très bien que vous n'avez pas les mêmes connaissances. Et donc, vous voyez que la voiture est belle, ça vous plaît, vous croyez à ce qu'il vous dit le monsieur, mais finalement, c'est lui qui est patron, finalement, de l'idée, c'est lui qui a les connaissances. Vous ne les avez pas, donc vous devez vous fier. Donc, très souvent, c'est l'asymétrie dans les nouvelles, dans la perception des nouvelles entre acheteurs et vendeurs, et ou entre finalement les effets, comme je disais, du marché monétaire et sur l'économie. C'est cette différence de connaissance ou cette lenteur de la connaissance à passer d'un à l'autre qui fait en sorte qu'il y a une asymétrie et c'est un des jeux finalement de l'économie. Et voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui et c'est tout. Bonne journée.